Bonsoir, monsieur, dame. Merci beaucoup d'être venu ici pour attendre cette conférence et pour participer à cette programmation de l'Institut Cervantes à Toulouse. On vient de donner notre conférence hier à Bordeaux et c'était exactement auprès du même sujet. En ce cas, moi, je voudrais m'excuser de mon français parce que c'est depuis longtemps que je ne le pratique pas, mais enfin, je ferai de mon mieux pour me faire comprendre tout à fait. Et on va faire quelques projections, quelques vidéoclips qui sont que quelques-uns sont en français, quelques-uns sont en espagnol. Mais en tout cas, j'espère que vous allez avoir une jolie journée en parlant et en écoutant l'histoire de ces navigateurs qui ont eu le grand courage de finir par faire le tour du monde. Il faut bien sûr expliquer que tout d'abord, l'objectif de l'expédition n'était pas de faire le tour du monde, pardon, mais c'était d'arriver aux îles des Épices qui étaient en doute si la possession d'elles serait à faveur du royaume d'Espagne, de Castille, ou bien du Portugal. Bon, naturellement, il y avait des discussions. Alors les messieurs n'étaient pas très précises comme ils le sont maintenant, mais c'était un navigateur portugais, Fernão de Megalhães, qui a proposé tout d'abord au roi du Portugal, Manuel Ier, d'entreprendre cette expédition. Le roi portugais a rejeté l'idée et alors Ferdinand de Magellan s'est dirigé à l'empereur, le roi de Charles Ier, le roi empereur qui avait siège à Valladolid et où était la capitale de l'Espagne à ce moment-là. Alors, après de différentes circonstances, le roi d'Espagne décide d'appuyer complètement cette expédition et même entreprendre la financiation et l'appui direct de la monarchie hispanique. C'est de cette façon que Magellan a changé son nom et au lieu de s'appeler comme il s'appelait originalement, parce qu'il était né à Sabrosa, qui est un village près de Porto, au Portugal, il a changé son nom de Fernão de Megalhães à Fernando de Magallanes, c'est-à-dire qu'il a espagnolisé son nom. En ce temps-là, il n'existait pas la figure juridique de se nationaliser d'un pays ou l'autre, mais simplement il a accepté l'approbation de cette expédition par le roi d'Espagne, Charles Ier, et c'est comme ça qu'on a commencé à organiser tout d'abord l'achat de 5 nefs qui ont été achetées au Pays Basque, à l'Équation, et après on les a envoyées par mer. Naturellement, elles n'étaient pas en excellente condition. On les a envoyées pour être réparées à Séville, où finalement elles ont été préparées pour naviguer. Je vais vous montrer tout d'abord un petit vidéoclip qui représente la première fois qu'à l'Instituto Cervantes en Madrid, on a fait une conférence à l'occasion de commencer les commémorations de cette première
tournée du monde. Alors, celle-ci est en espagnol, mais j'espère que vous n'aurez pas de problème. Si vous pouvez appeler les sons. Le monde étant libre, ceux qui ne voyagent pas lisent seulement une page. 5e centenaire de l'expédition du premier tour du monde. Me alegro mucho de que la revista Occidente se haya anticipado a los fastos del quinto centenario con este número lleno de sabiduría, en el cual se transmiten pues, muchas ideas respecto de esa primera vuelta al mundo tan importante. Aquí el papel de la corona española fue fundamental. Esta es una expedición concebida y hecha desde España, sí, pero simultáneamente es una expedición internacional. El 10 de agosto de 1519, el navegante portugués Fernando de Magallanes parte de Sevilla al mando de 5 naves y 265 hombres. El 20 de septiembre se hacen a la mar desde Sanlúcar de Barrameda. El camino hacia Occidente es porque el del Oriente era un camino portugués. Lo que ofreció al emperador el Valladolid fue encontrar un paso al Pacífico y llegar a las Molucas, a las islas de la especiería. Claro, esto de las especies ahora nos da un poquito de risa, pero entonces era oro. Un ambicioso viaje a través de lo desconocido. Esto no era ir a la Luna se sabe dónde está. Estas gentes no sabían si el continente americano estaba conectado con la Antártida. No sabían si existía paso. Pero existía y lo encuentran en noviembre de 1520. Magallanes ha cambiado para siempre el conocimiento de los océanos y el estrecho que lleva su nombre permanece como un símbolo muy fuerte de la interconexión de la globalización. Tras cruzar el estrecho, atraviesan el inmenso mar que ellos llaman Pacífico, navegando casi 4 meses sin tocar tierra. A Magallanes le faltó muy poco para alcanzar las Molucas. El 27 de abril de 1521 muere peleando contra los indígenas. Cuando muere Magallanes en Filipinas y el Cano se tiene que hacer cargo de la expedición, vuelve dando la primera vuelta al mundo. Es muy interesante, desde Filipinas hay 2 naves. Una intenta volver por el mismo camino y fracasa, y la otra da la vuelta al mundo. Una hazaña llena de hechos espectaculares. Deserciones, traiciones, ejecuciones, envidias, celos, ambiciones, huidas, posverdades, una historia que favorecería a la humanidad entera, al progreso del conocimiento. La primera vuelta al mundo fue un hecho científico, de demostración en la práctica que la Tierra era esférica. El 6 de septiembre de 1522, la nave Victoria llega a Sanlúcar y 2 días después a Sevilla, con un cargamento de especias que paga de sobra el coste de la expedición. Solo regresan 18 hombres, valerosos supervivientes de una de las grandes gestas de la humanidad. Bon, j'espère que vous avez tous compris l'explication et ces petites présentations qui a eu lieu le mois de mars de 1800, pardon, 1800, exactement, oui. Et maintenant, je vais vous présenter en français un vidéoclip qui a été préparé à propos de l'histoire de ces livres dont je vous parlerai plus tard. Saviez-vous que le premier tour du monde a changé le destin de l'humanité pour toujours? Un chaleureux 10 août de l'an 1519, 239 hommes et 5 caravelles en bois ont quitté le port de Séville et pris le cap
vers l'autre bout du monde, sans savoir qu'ils reviendraient au point de départ. 3 ans plus tard, ils ont surpris le monde en retournant à San Lucar, épuisés et faméliques. De toute l'expédition, 18 explorateurs et une caravelle ont survécu. N'est-ce pas une aventure dirigée par le navigateur portugais au service de l'Espagne, Ferdinand de Magellan, et conduit au retour par le marin espagnol Juan Sebastián Elcano? Ces rêveurs ont montré au monde l'entière navigabilité de la planète, en naviguant par l'ouest et en produisant sans le vouloir la première mondialisation. Démontrer que les îles Moluques étaient sur le territoire espagnol était leur mission, le traité de Tordesillas leur raison. Ces îles paradisiaques étaient un trésor précieux pour tout explorateur. Qui n'allait pas vouloir y arriver sur ces îles pleines de richesses à échanger? Saviez-vous qu'un grain de moutarde valait son poids en or? Avec des épices transportées, plus de 300 sacs, ils ont pu payer les coûts de l'expédition et en tirer des bénéfices pour tous. La monarchie hispanique cherchait déjà une voie en passant par l'Occident, depuis la découverte de Christophe Colomb. Eux y sont parvenus et sont devenus l'histoire de héros spoliés par leur désir. Des hommes qui ont survécu la chaleur humide, la soif, la détresse de la faim, les maladies inconnues et le désespoir. Saviez-vous qu'ils se remissaient d'un pain recuit et parfois de cuir et de rat? Saviez-vous qu'ils buvaient de l'eau de pluie? Magellan est mort avant d'arriver aux îles Moluques. Elcano a pris la tête de l'expédition. Le courage de ce marin et les 18 marins ont été des déclencheurs. L'expérience d'Elcano a fait le reste. Il a décidé de ne pas changer le cap de l'expédition en faisant le tour du monde et en le modifiant pour toujours. Le premier tour du monde est la geste la plus importante de la navigation dans l'histoire de l'humanité. Cette expédition a mis en contact le monde entier, a montré que la Terre était entièrement navigable et a répandu l'utilisation de l'espagnol, la première langue à faire le tour du monde. Cet héritage espagnol est encore présent aujourd'hui. Grâce à cette aventure, la langue est parlée par plus de 577 millions de personnes. Bon. Comme vous voyez, c'est un résumé de toute l'histoire qu'on va raconter dans ces 2 romans qui ne sont pas des livres d'histoire, mais c'est l'histoire faite en roman. C'est-à-dire que tous les personnages qui participent parlent, discutent, sont fâchés. Et même, enfin, il y a des exécutions, il y a de véritables difficultés, parce que, comme vous avez vu dans le vidéoclip, ils passent froid, ils passent faim, ils sont bien sûr ils doivent aborder beaucoup de difficultés. C'est pour ça que, bon, naturellement, cette aventure était très spéciale. On ne savait pas si vraiment il existait un, 2, 3 qui pouvaient traverser de la mer du Nord, qui était comme ça, qu'on appelait l'océan Atlantique, à la mer du Sud, que c'était le nom originaire qu'on a donné à l'océan Pacifique quand Núñez de Balboa a fait la découverte. Mais après Magellan et toute cette expédition, on a décidé, entre tous les expéditionnaires, on a décidé de le nommer, de l'appeler l'océan Pacifique, parce que les eaux, tout d'abord, après il y a eu de grandes difficultés, de tonnerre, beaucoup de difficultés pour naviguer, mais tout au début, les eaux étaient très calmes, et alors c'est pour ça qu'on l'a appelé l'océan Pacifique. Dans cette expédition, il faut remarquer qu'il y avait une participation très internationale. Il y avait naturellement plus d'Espagnols, suivis par les Portugais, mais il y en avait aussi des Italiens. En ce qui compte aux Français, il y avait 15, 16, il y a même des doutes parce
arrive même à compter 21 Français qui ont participé. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait un Bordelais qui a participé à cette expédition. Je parlais de lui hier à Bordeaux et naturellement on le connaissait assez bien. Et cette expédition, à part d'être internationale, a contribué d'une façon très très grande à la globalisation, aux mondialisation que nous vivons maintenant, où nous pouvons nous communiquer d'une façon rapide avec quelques coins du monde. Il y a quelques années, ça semblait presque impossible, mais maintenant, grâce à la modernité des communications, on a réussi de se communiquer au bout du monde sans aucun problème, tout d'un coup. Et à part tout ça, il faut bien sûr dire que l'expédition était, comme on a dit, composée par 5 nefs, dont seulement une est retournée en Espagne. Bon, il y a eu les 5 nefs qui ont participé, s'appelaient la Trinidad, la San Antonio, Santiago, Victoria et San Antonio. De ces 5 nefs, il y a eu 2 qui ont disparu. Bon, la première, la Santiago, a été lancée contre les rocs quand on était en train de contourner la Sud-Amérique. Il y avait un accident et tout l'équipage s'est rendu dans les autres 4 nefs qui existaient encore. Après, Magellan a continué à naviguer vers le sud de l'Amérique et parce qu'on a fait un arrêt au Brésil, 2 arrêts au Brésil. Le premier a été dans la baie de Saint-Augustin et on a eu un arrêt de quelques jours et après on a navigué vers ce qu'aujourd'hui nous appelons Rio de Janeiro, la baie de Rio de Janeiro, bon, qui était appelée comme ça naturellement parce que les Portugais sont arrivés là-bas le mois de janvier et ils ont pensé que c'était une rivière. Quand finalement ils ont découvert que c'était une baie, alors on a changé, mais on l'a donné le nom de Rio de Janeiro, rivière de janvier. Et naturellement, ces locations avaient un nom natif qui était la baie de Guanabara. Il n'y a pas, c'est assez difficile à prononcer Guanabara, mais en tout cas, c'était le nom que les natifs avaient donné à ce lieu-là. Qui d'autre part était extraordinaire, d'une beauté absolument inconnue par les expéditionnaires, avec tous ces animaux, ces oiseaux, tout différents de ceux qu'on trouvait à l'Europe. Et naturellement, à part de ça, ils ont été surpris, merci, ils ont été surpris par ce qui tous les gens marchaient nus et ça a été un grand choc pour les expéditionnaires parce que naturellement en Europe ce n'était pas l'habitude. Alors après quelques jours au Brésil, ils se sont arrêtés quelques jours seulement parce que bon, le roi Charles Ier avait dicté dans ses capitulations à Valladolid, avait ordonné de ne pas s'arrêter dans les territoires
appartenant au royaume du Portugal, parce qu'enfin il y avait le traité de Tordesillas où on avait déterminé les territoires qui devaient appartenir à l'Espagne et ceux qui devaient appartenir au Portugal. Et le Brésil était compris dans le territoire portugais. En tout cas, Magellan a décidé de s'y arrêter parce qu'il y avait beaucoup de maladies, il y avait beaucoup de faim, beaucoup de soif, il était tout à fait nécessaire, autrement on ne pouvait pas avoir passé plus de temps et ils seront morts s'ils ne s'arrêtaient pas dans quelques coins, dans quelques golfs ou baies du Brésil. Mais à partir de ce lieu-là, la baie de Guanabara, la rivière de Janeiro, ils ont continué la navigation vers le sud, parce que Magellan connaissait